15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur, réalisateur et scénariste français, visage de la série Kaamelott entre autres. Simon Astier sera au Théâtre de la Renaissance les dimanches et lundis à 19h30, depuis hier d'ailleurs jusqu'au 18 décembre pour Le Discours, adapté du livre de Fabrice Caro, suivi de Mon coup de cœur, une émission à 16h05 avec Gervaise, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct live sur nos plateformes de streaming radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Simon Astier. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir bien sûr votre actualité, mais surtout l'envie au départ de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va tenter de faire cela, mais tout d'abord 3 mots pour vous décrire. Moi, alors là, mon Dieu, je sais pas du tout. Travailleur et rêveur, je pense, à la base de tout. Rêveur, donc travailleur 2 fois. Oui. Ok. Ouais. Ok, c'est très intéressant. On va voir si ça colle avec votre personnalité alors tout au long de cette émission. Et pour commencer, le début, toujours le début. Simon Astier, vous êtes né un 31 décembre 1983 à Dijon, on peut le dire parce que vous êtes très jeune. Vous êtes le fils du comédien Lionel Astier et de José Drevon. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Un cadre extrêmement artistique et à la fois dans une ambiance de gens qui font du spectacle, donc qui sont là et pas là en même temps, souvent partis, souvent en tournée. Et donc j'ai grandi en fait à la fois en voyant mes parents travailler avec un amour de leur travail, un amour du texte. Ce sont des comédiens du théâtre public, ce qui est beaucoup moins connu, beaucoup moins mis en avant, mais c'est vraiment particulier comme milieu. Donc j'ai grandi vraiment dans les coulisses d'une scène nationale à Dijon, avec les enfants des autres comédiens, des costumiers, des techniciens. Donc j'ai vu se créer des choses, j'ai vu se créer des très beaux spectacles avec une belle ampleur, un sens du spectacle. Donc mes premières images étaient ça, et puis mes parents jouaient et partaient et revenaient. Donc j'avais aussi des grands moments de solitude où j'étais avec ma grand-mère qui m'a élevé, une grand-mère italienne, très très italienne pour le coup. Et pendant ces moments-là d'absence, je me suis créé un monde intérieur très riche. Je me suis beaucoup inventé d'histoires avec des jouets, des jeux. J'ai développé une solitude sécurisante parce qu'à la base ça n'allait pas pour un enfant. Donc j'ai développé ce monde intérieur et logiquement, ça a donné des années plus tard des envies d'écrire, des envies de retranscrire ça et de pouvoir exprimer tout ce que j'avais exprimé. Parce qu'en plus, moi, quand j'étais petit, j'étais bègue. Donc vraiment, la parole et la création est devenue une nécessité après. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu besoin de dire des histoires, de les raconter, de les inventer à travers justement la parole et tout ce qu'il y a d'autre dans ce que je fais. Moi, c'est-à-dire justement les images, les métaphores, les symboliques, voilà. Donc le bégaiement, ça vous fait un point commun avec Daniel Russo, qui a fait du théâtre pour se l'enlever. Je ne sais pas si vous le savez. Est-ce que très très italienne, ça veut dire très juive ? Ça veut dire, en plus, moi, dans ma famille, il y a eu des pertes, des drames très tôt. Donc, au final, j'étais élevé par des femmes italiennes extrêmement protectrices, mais dans le sens du terme, où on est couvé comme un œuf, mais même quand on est clos, on reste un œuf à couver, quoi. Donc c'est important de quitter la maison au bout d'un moment. Oui, ça a été. Moi, je suis parti de chez moi à 16 ans, justement, parce que très couvé. Au bout d'un moment, envie d'aller voir ce qui se passe dans le monde, même si on n'est pas forcément armé face au monde à 16 ans, mais au moins on a besoin de respirer cet air-là, quoi. À 16 ans, quand vous partez, vous décidez de devenir musicien ? Je voulais être batteur, moi. Je voulais être batteur de funk quand j'étais Très bon choix. Alors j'ai commencé à faire ça. J'ai fait un peu des balles quand j'étais plus jeune. C'était bien, mais peut-être pas de là à en faire un métier toute ma vie. Donc j'ai voulu faire ça, puis après j'ai voulu faire plein d'autres choses. En fait, je crois que j'ai voulu aussi par
contestation, ne pas faire comme ma famille, pas être comédien. Et aujourd'hui, je me sens pas vraiment comédien. Je suis comédien quand ça m'amuse, mais c'est vrai que la plupart de mon temps, je le passe à écrire et à réaliser. C'est ça. Et c'est ce que je fais encore là de plus en plus. Et c'est vrai que oui, je m'arrête pour faire le discours parce que le discours, c'est quelque chose de particulier. Ça raconte quelque chose qui me traverse profondément. Mais je ne vais jouer maintenant que quand c'est un plaisir annoncé. Voilà, parce que j'arrive pas à dissocier le plaisir absolu du jeu. Si quand je réalise ou quand j'écris, je peux m'exercer, apprendre d'autres choses. C'est quand même plus technique. On fabrique des choses, alors que jouer, non, c'est un moment de sensation, en fait. Donc, il faut que ça soit très, très bon, sinon... c'est une incarnation qu'on donne au public, mais le fait d'écrire et de réaliser, c'est encore en effet différent. C'est écrire une émotion. En effet, c'est différent. Vous avez une casquette aussi de monteur, je pense, qui est très importante parce que vous allez aussi démarrer par cela. Vous choisissez en effet de devenir comédien et auteur à un moment donné. Et vous allez... Alors, je voulais vraiment m'attarder sur ça. Est-ce que vous allez vous former à cela ou est-ce que vous allez mener une carrière d'autodidacte en tant que spectateur de votre famille et de la scène? Alors, je n'y crois pas complètement. En fait, je pense que ce métier est fait de plein de choses. De technique, de travail, avant tout. Sans ça, ça n'existe pas. L'inspiration, oui. Quand on voit des gens qui nous inspirent, forcément, on grandit encore plus vite. Non, moi, j'ai appris à être monteur. En fait, j'ai toujours rêvé de faire des films. Donc, j'ai commencé à 15 ans avec mon premier caméscope avec mes copains. À l'époque, où il n'y avait pas encore les outils de maintenant. C'était vraiment très, très austère de faire du montage vidéo sur ordinateur. Maintenant, tout est très facile et c'est vrai que parfois j'envie cette époque-là où j'aurais aimé avoir cet outil-là et puis Internet. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je me suis nourri dans autre chose. Je me suis nourri dans les vieilles VHS avec des films que j'ai usés et surusés, qui m'ont inspiré et qui m'ont formé à ce métier. Mais non, j'ai appris mon métier. Et puis après, c'est vrai que moi, à l'école, j'étais pas extrêmement heureux. En plus, voilà, quand on est bec, quand on a une difficulté à l'école, on est beaucoup plus rejeté que entouré, malheureusement. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que l'école, pour être papa aujourd'hui, l'école n'avance pas, n'évolue pas, ne prend pas en compte les gens particuliers. C'est assez fou de voir ça. Il faut s'éloigner en fait de l'école publique. Il faut aller ailleurs. Il faut aller voir des gens qui ont repensé leur métier. Ce qui est assez étrange parce que normalement. On devrait être l'école devrait être un dérivé de ce qu'il y a à la maison, mine de rien. Donc j'ai aussi appris à apprendre seul. Donc c'est un mélange des cours, un bout de BTS montage, moi qui ai fait plein de trucs tout seul à la maison, et puis après lire des dizaines de bouquins, regarder des films, comprendre comment ça marche, comprendre ce qui me touche. Et puis surtout, oui, apprendre. En fait, la technique, c'est un coussin de sécurité. Je pense qu'il faut pas négliger ça. Aujourd'hui encore, je me rends compte que ce qui me sauve dans tout ce que je fais, c'est le travail technique. Voilà. Et après, on réinvente, on y met ce qu'on est, on contredit parfois aussi ce qu'on a appris en technique. Mais je pense que c'est un tronc commun. Je pense que le boulanger apprend à faire du pain parce que c'est de la chimie. Et ben, c'est pareil pour nous. Un scénario, c'est de la chimie. Et il y a des gens qui l'enseignent très très bien. Simon Astier, votre première expérience a lieu en famille avec votre père et votre demi-frère Alexandre Astier lors du Festival d'Avignon. Vous intégrez ensuite une troupe d'acteurs à Lyon, la compagnie et son personnel de bord avec laquelle vous jouez à la fois des pièces classiques mais aussi des pièces signées par la troupe. En 2004, vous arrivez au cinéma. Dans le film Mariage, réalisé par Valérie Guignabaudet, l'histoire de 3 couples et leurs 3 mariages à 25, 35, 45 ans. Et c'est amusant de voir qu'aujourd'hui encore, ce premier film a un lien avec votre dernière actualité qui se concentre aussi sur le sujet. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'étais tout petit, j'avais 19 ans, j'ai passé un casting et j'ai eu je me retrouve... donc moi, je sortais de l'école de théâtre et vraiment, avec mes copains, on montait des spectacles, des Shakespeare dans les parcs à Lyon, qu'on jouait en plein air et c'était un peu rock'n'roll, mais c'était formidable. Et puis je passe ce casting et je me retrouve d'un coup avec Jean Dujardin, Mathilde Seigné, ma mère c'était Miu Miu. C'est un autre monde et c'est vrai, mais moi le mariage m'a jamais ça a jamais été un thème qui m'a
Mais c'est Qui vrai. vous a questionné? Mais non, en fait, pas du tout. Bizarre. Même si un jour, je pense que je me marierais vraiment pour déconner, pour voir. Mais je crois Donc pas forcément les cette enfants, chose-là. ok, mais pas forcément se marier. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça. Ouais. Je sais pas. Pour moi, le mariage, c'est un truc qui viendrait plus tard, à la fin, quand on va se reposer un peu. Donc oui, j'avais pas du tout fait le lien. Mais c'est vrai que le mariage, pour moi, est lié à l'impudeur de devoir prendre la parole, de devoir. Et donc c'est vraiment le sujet de mon spectacle, ça. Et oui, et on va le voir dans un instant. Entre-temps, au théâtre, ensuite, vous allez jouer dans HS, Holmes, Sherlock Holmes, de Aurélien Porteau, et dans la pièce Entre deux, que vous écrivez, tandis que votre ami d'enfance, qui va vous suivre très longtemps, ou que vous allez suivre, vous me le direz, Alban Lenoir, s'occupe de la mise en scène. Entre deux, c'est un peu le sentiment que l'on a quand on vous voit dans le discours au théâtre en ce moment. Mais vous, qu'aviez-vous à cœur de raconter à l'époque dans Entre deux? À l'époque, avec Alban, on avait ce rêve commun de faire ce métier et de le faire avec de la liberté. C'est-à-dire, parfois, quand on est un jeune comédien, et c'est très dur pour eux, on se bat pour courir les castings et se retrouver à jouer quelque chose qui n'est pas extrêmement intéressant avec des gens pas forcément très sympathiques, et on se dit mais tout ça pour ça vraiment? Est-ce que tous ces textes que j'ai appris à l'école, tout le répertoire classique que j'ai travaillé, la diction, la technique, est-ce que vraiment c'est pour jouer ce rôle-là dans cette série-là que j'aime pas, avec des gens qui me parlent pas très bien? C'est pas extrêmement épanouissant. Donc c'est vrai que je pense on a eu, avec Alban Lenoir, on est extrêmement différents, et à la fois on se rejoint par l'envie de faire, mais une envie dévorante de faire et d'accomplir des choses qui nous emmènent ailleurs. Voilà. Et vous allez travailler à de multiples reprises ensemble. Bien sûr. Bien sûr, on s'est rencontrés au collège avec Alban. Dijonnais tous les deux, et on s'est recroisés un jour par hasard à Paris, et on s'est dit on se quitte plus, et on s'est plus quitté. On a fait un spectacle entre deux, c'était vraiment montré avec toute l'immaturité, mais le panache qu'on avait, ce qu'on savait faire, qu'on pouvait être marrant, qu'on pouvait être vif, qu'on pouvait être créatif. Et puis après, très très vite, on a été repérés et on a fait une série avec Virginie Fira sur M6. Et puis après, on a fait une série Off-Prime, voilà, pendant 2 saisons. Après, on a fait une autre série, HeroCorp, et puis pendant 10 ans. Et puis là, on se... Que vous avez adapté au théâtre aussi, non? Non. Parce qu'il y a l'image d'improvisation théâtrale de HeroCorp. Ah oui, c'est vrai. Et je me suis demandé si c'était une adaptation. HeroCorp, c'est adapté d'un sketch qu'on avait avec Alban, où on jouait des super-héros sur scène, des super-héros un peu moyens. Ma série HeroCorp, c'est vraiment une série sur des super-héros qui vieillissent et qui ont des pouvoirs qui dégénèrent, qui marchent plus trop bien, quoi. Voilà. Et donc, ça part d'un sketch qui devient une série. Et en fait, on a été invité un jour par une ligue d'impro à monter une équipe d'impro, à faire des matchs d'impro avec une partie de la distrib d'HeroCorp. Et c'est vrai qu'on a fait ça pendant des années. On a fait 2 Olympias, on a fait 8 Trianon, une tournée. C'était assez fou, ce truc. En fait, on a eu une communauté de fans très très forte. Et donc, on remplissait des salles un peu partout dès qu'on faisait un truc. Vous parlez de fans, il y a quelques secondes, Ethan est venu vous embrasser bien fort, qui travaille avec nous, parce que vous allez connaître un grand succès en 2005. Vous devenez Yvain, le beau-frère niais du roi Arthur, dans la série à succès Kaamelott d'Alexandre Astier, diffusée sur M6. D'abord, j'ai envie d'arriver à la genèse, parce que c'est toujours très important. Comment cette série, elle est née? Parce qu'elle a une vraie histoire. Cette série, elle est née pareil. Alexandre écrivait des pièces à Lyon, qui commençaient à tourner un peu, tout ça. Et puis en fait, il a écrit un court-métrage tourné en pellicule à l'époque, ça se faisait encore, qui a eu des prix partout dans le monde entier. Dies Irae, Jour de colère. Et ça a eu un succès fou. Et donc, du coup, la télé s'est jetée un peu sur ce programme, ce futur programme en devenir, et on a été halluciné de voir à quel point on pouvait marcher cartonner. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un succès fou, phénoménal, avec quelque chose de particulier, de singulier. C'était un humour à lui, à nous. C'est comme ça qu'on se parle dans la vie, nous. Donc, mais rien n'était fait pour marcher.
Parce que voilà, les chevaliers, parce que la magie, parce que un côté fantastique, tout décalé. ça. Ah ouais, décalé. Et c'est hallucinant à quel point, en quelques semaines, c'est devenu un phénomène qui dure encore maintenant. C'est ça, parce Ouais. que c'est encore diffusé. Hier encore, je regardais la télévision, je sais plus sur quelle chaîne, mais je suis encore tombée sur Kaamelott. C'est un succès qui a duré 4 ans. Vous étiez donc dans ce rôle. Je pense que ça a fait naître aussi la petite histoire de France, ou la plus belle histoire de France, qui est un peu nourrie. Ah ben je sais pas. de Peut-être qu'on Kaamelott. est des cousins un peu, effectivement. Je sais pas. En plus, c'est le même groupe. C'est W9. Oui, ça a amené un genre, la comédie médiévale. Ça se trouve, voilà. Ça va faire des petits encore, j'espère en tout cas. On va vous voir au cinéma en 2011 dans le rôle d'Hervé dans le film On ne choisit pas sa famille de Christian Clavier. Vous tournez avec votre père Lionel Astier dans Les Lyonnais d'Olivier Marchal. Et même pas mieux que ça, je joue mon père jeune. Et ça, je Exactement. l'ai fait 2 fois, ça. Et c'est c'est assez ce que joli. j'allais vous dire, parce que c'est assez drôle qu'on voit ce film. On ne choisit pas sa famille. Vous jouez ensemble avec lui à 2 reprises dans le rôle de lui plus jeune au cinéma. Racontez-nous ce que ça génère, ça, entre... J'imagine que le rapport avec votre père est assez spécial, parce que la création, le cinéma, le jeu de scène vous unit. Est-ce qu'il vous a donné des conseils? Est-ce que c'est vous-même qui lui en donnez parfois? J'ai encore travaillé avec mon père là au mois de juillet, où j'étais metteur en scène. On a ce lien avec mon papa. C'est vrai que moi j'ai grandi, lui travaillait beaucoup. On n'habitait pas ensemble, donc il était loin de moi. Je le voyais très peu. Et en fait, en devenant adulte, j'ai compris ce que c'était que ce métier. Donc j'ai pu aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parte. Quand moi-même je laisse mon fils à la maison pour aller travailler. Et on a bâti un autre rapport depuis qu'on bosse ensemble. Je crois qu'il y a beaucoup de respect pour ce que fait l'autre. Et ça nous a donné une nouvelle relation bien plus profonde et bien plus... On se dit des choses avec mon père maintenant qu'on ne se disait pas avant. Qu'on a commencé à se dire il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et donc, il y a énormément de bienveillance, énormément... Moi, ce qui m'a donné, c'est vraiment ce culte du travail acharné qui paie. Et comme ma maman, c'est pareil. C'est ça qui m'ont appris. Après, on fait tous ce métier à sa manière, on a tous son style, mais quand on joue l'un avec l'autre, je sais pas, c'est comme si on remettait des briques là où ça nous manquait dans notre relation. Donc c'est jamais impudique, c'est jamais douloureux, c'est jamais... au contraire, ça nous consolide, je pense, avec mon père. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, avec le recul de la vie, que cette solitude vous a éduqué? Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, la solitude, quand elle démarre très tôt, on la traîne toute sa vie, finalement. Donc il faut la gérer. Mais ça nourrit. Ça nourrit de plein de choses super intéressantes, ça rend créatif, ça fait que le monde intérieur est vaste, large, qu'il faut l'explorer, que ça apprend à se connaître. Moi, même le seul en scène était pas du tout une option, jamais pour moi. Et puis, on me l'a proposé. C'est un ami à moi qui a lu ce roman de Fab Caro et qui m'a dit mais fais-le parce que c'est vraiment toi. Et effectivement, il avait raison. Enfin, en tout cas, ça parle de choses qui me sont très proches. Et même le seul en scène n'était jamais une option parce que la solitude m'a aussi nourri et m'a donné envie d'être un chef d'équipe. J'adore travailler en équipe, j'adore aller chercher des gens de talent et les rassembler autour d'un projet. J'adore ça. Je trouve que dans ce métier, c'est ce qui est le plus beau en fait, quand on agrège les talents, les énergies, les savoir-faire, les particularités et qu'on en fait un tout. Je trouve que c'est assez magnifique. Oui. Simon Astier, alors vous êtes depuis hier au Théâtre de la Renaissance les dimanches et lundis à 19h30 jusqu'au 18 décembre pour Le Discours, adapté du livre de Fabrice Caro, mis en scène par Catherine Chaupe. C'est une reprise. Comment vous êtes arrivé sur ce rôle? Au-delà du fait qu'on vous en ait parlé, comment ça s'est acté? Ça s'est acté que Fab Caro, à l'époque, était déjà une immense star. Donc, je lui ai écrit une lettre d'amour. C'est vrai. Oui, littéralement. En fait, j'ai déjà fait un choix. On me demandait dans une émission de radio chez Antoine Decaune de choisir un livre. Et j'ai dit, je veux pas un livre, je voudrais une BD. Et j'ai choisi une de Fab Caro. Et à la radio, je lui ai vraiment déjà
dit de très belles choses à travers l'émission, qu'il a entendu, et il m'a envoyé à la maison un livre dédicacé. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai écrit une lettre d'amour en lui disant pourquoi je voulais adapter ce roman, le discours, et pourquoi je pensais être la meilleure personne pour le faire. Et effectivement, il y avait beaucoup de gens sur le dossier. Mais il y avait des gens. Vous étiez nombreux. Puis il y avait des gens tellement plus bankable que moi, mon Dieu. Et je sais pas pourquoi ça s'est fait. En fait, je sais pas. Très bien, je touche du bois, hein, mais voilà, j'ai Il vous a jamais expliqué pourquoi, Fab Caro? Non. Et quand il est venu me voir, ce qui est étonnant, c'est que il m'a parlé des changements que j'ai faits. Il m'a dit j'ai bien aimé, mais en fait il s'en est détaché tout en me disant tiens, j'ai redécouvert ça et ça et ça, et c'est la personne la plus humble que j'ai rencontrée, je crois, dans ce métier. Il n'y a pas plus humble que cet homme, et il a un talent incroyable et d'une simplicité folle. Eh bien, on va en parler dans un instant, juste après le rappel des titres sur Radio J. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec Simon Astier pour le discours adapté du livre de Fab Caro au Théâtre de la Renaissance, les dimanches et lundis à 19h30 jusqu'au 18 décembre, mise en scène Catherine Chaupe. Vous restez bien sûr avec nous sur Radio J. Également, mon chroniqueur Kevin Derblum nous rejoint pour les goûts culturels de notre invité. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 38e jour de guerre en Israël, les avions de Tsahal ont bombardé plusieurs infrastructures du Hezbollah en réponse aux multiples tirs de missiles effectués vers le territoire israélien ces dernières 24 heures. Des tirs qui ont fait un nouveau mort civil, Shalom Aboudi, électricien de 56 ans. C'est le 3e civil israélien tué par le Hezbollah depuis le début de la guerre. Le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a annoncé qu'il pourrait y avoir un accord sur la libération des otages retenus dans la bande de Gaza. Nous n'étions pas du tout proches d'un accord, mais à la minute où nous avons commencé les opérations au sol, les choses ont commencé à changer, a-t-il révélé hier. L'ONU prévient que les opérations humanitaires à Gaza cesseront sous 48 heures faute de carburant. Ce matin, 2 des principaux sous-traitants pour la distribution d'eau dans la bande ont d'ailleurs cessé de travailler faute de carburant, annonce sur X le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les États-Unis ont mené hier soir des frappes en Syrie sur des sites liés à l'Iran en réponse aux attaques contre le personnel américain dans la région. C'est ce qu'a affirmé ce matin le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin. Enfin, le président français Emmanuel Macron appelle les représentants des cultes reçus à l'Élysée à un effort de pédagogie auprès des jeunes. Cela au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme et après avoir lui-même lancé un appel à l'unité du pays. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Simon Astier et mon chroniqueur sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Bonjour, c'est Michel Zerbib. Je vous retrouve tous les samedis à 21h30 dans Sepharim, votre émission sur les livres, le livre avec les écrivains qui font l'actualité. Sepharim, c'est tous les samedis à 21h30 sur Radio J. Radio J. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17, 75 921, Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Simon Astier, au Théâtre de la Renaissance pour le discours adapté du livre de Fabrice Caro, mise en scène Catherine Chaube. Et puis vous nous l'expliquiez il y a un instant, Simon Astier, ce coup de cœur pour ce livre devenu ensuite un film au cinéma, dans mes souvenirs de Laurent Tirard avec Benjamin Laverne, Sarah Géraudot et Julia Piaton, sorti il y a 2 ans en salle et désormais sur scène avec vous. Vous l'aviez joué, je crois, en 2021 au Théâtre Michel. Aujourd'hui, vous êtes au Théâtre Renaissance. Parlez-nous brièvement de pourquoi vous avez aimé cette histoire. C'est une histoire c'est un personnage qui parle de ses tourments. Ça parle, aujourd'hui, en fait, on dirait santé mentale, un peu cliniquement. Mais ça parle de comment est-ce qu'on peut renverser son monde pour une petite angoisse qui, à l'extérieur, en est une petite et pour lui, en est une énorme. Voilà, on lui demande de faire un discours pour le mariage de sa sœur et ça l'angoisse absolument parce que y a rien de plus impudique qu'un mariage pour lui. Et ça lui rappelle tous les moments où on lui a imposé des trucs pénibles dans sa vie. Donc, il raconte tout ça, il se remémore tous ces moments vraiment terribles où il se dit mais pourquoi je n'ai jamais dit non? Pourquoi j'ai vécu tous ces trucs vraiment qui m'ont plongé dans la honte et dans l'inconfort, et il se remet complètement en question. En fait, il bascule dans l'angoisse la plus absolue. Voilà. Donc ça me parle beaucoup. L'anxiété, l'angoisse, ça me parle, mais on en rit vraiment dans ce spectacle qui est drôle et qui est tendre, et que surtout pour tous ceux qui vivent cette angoisse-là, je pense que c'est un petit tuto pour leur entourage pour se dire qu'ils sont pas juste pénibles, que ça existe et qu'on peut vraiment perdre le contact avec l'extérieur quand on bascule dans quelque chose qui nous terrifie. Et ce qui est beau, c'est que la fin du spectacle, elle est très positive. Elle explique comment est-ce que ceux qui peuvent basculer très très vite peuvent remonter aussi vite avec pas grand-chose, avec un petit espoir. On va y venir. Ça commence avec Adrien, 40 ans, qui va dîner chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Bande-annonce. Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu lui faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Un discours. Ma soirée est foutue. Bonsoir à tous. J'étais censé vous faire un petit discours, mais je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien. Bisous. Point d'exclamation. T'as l'air fatigué, Adrien. T'es sûr que tu dors assez? Je suis pas fatigué, non. Je vieillis. J'ai 40 ans. Je ne ris plus comme à 13 ans. J'ai moins envie. T'aurais envie de rire, toi, si t'avais mis un point d'exclamation à bisous? Personne ne peut échapper à la chenille. On ne s'embarrasse pas des égos, de la timidité. Devant la chenille, on est tous les mêmes. On est là pour s'amuser et on a l'obligation d'être heureux. Ah bon? Tu sucres plus ton café depuis combien de temps? Eh bien, depuis 20 ans, à peu près. Ouais. Notre méconnaissance de l'autre est notre seul lien. Et donc voilà, la bande-annonce de ce seul en scène, le discours où l'on... finalement, j'ai la sensation que l'analyse dans ce spectacle, Simon Astier, c'est que c'est aussi dur d'être heureux pour les autres quand on est un peu malheureux soi-même. Bah oui, oui, bien sûr. Mais après, ça se travaille, hein, je pense. Hein. Vous pensez? Oui. Ouais, ça se travaille. Ça prend du temps, je pense. Mais on est tous renvoyés à ce qu'on est profondément face aux autres. À ce qu'on vit aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un miroir. Finalement, quand on est agacé par quelque chose, c'est parce que je pense qu'on l'a pas ou qu'on l'envie ou qu'on aimerait l'avoir. Donc oui, ça parle de ça, oui, aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement un peu cette forme de, je dirais pas jalousie, mais ce sentiment où finalement on voit ce Adrien qui essaye de reconquérir son ex avec juste un coucou ça va, comme il est dit dans la bande-annonce, avec qui il s'est séparé, enfin il est en pause depuis 3 semaines, et on lui demande d'être heureux pour sa sœur, alors que lui il est dans l'attente désespérée à ce quasi même instant, après un texto, du retour de celle qu'il aime. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans cette même soirée, on lui demande de faire le truc le plus horrible pour lui, qui est vraiment de prendre la parole en public dans un mariage. En plus, il essaye de relancer son ex avec qui il est en pause. C'est vraiment la combinaison de l'inconfort absolu pour lui. Et effectivement, je pense que cette espèce d'union où ils sont très très fusionnels, lui il trouve un peu tout nul. Mais je pense que ce côté misanthrope est super intéressant à jouer
jouer pour tout ce genre de personnage-là. C'est vachement plus sympa de jouer quelqu'un qui est misanthrope que quelqu'un qui va très très bien et qui n'a aucun problème. Je pense que c'est le principe des personnages. Évidemment, parce qu'il y a plus de relief, mais on voit ce personnage avec une critique de ce qu'on attend de lui, une critique aussi d'une sorte de beaufisme qu'il observe, ou en tout cas de ce qui est populaire. Et il a l'air de qualifier les choses comme ça parce que lui, il a fait des études. Oui, non, mais c'est de la mauvaise foi. C'est parce que quand on lui demande de faire la chenille, il dit en fait moi quand même je vaux mieux que ça. J'ai quand même fait des études supérieures. Effectivement, c'est l'argument de mauvaise foi absolue qu'il avance. Mais non, je pense que il va essayer de trouver tous les défauts possibles. Il va essayer d'aller chercher tout ce qui est absolument abominable dans le fait de se marier, que ce soit la fête, les gens ivres qui disent des vérités un peu gênantes. Mais moi je peux comprendre ça, hein, parce qu'effectivement moi dans un mariage je me sens menacé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le fait de se lever pour faire un truc, de dandiner, c'est vraiment. C'est comme si on m'observait avec une loupe, avec tous mes défauts comme ça amplifiés. Donc oui, là ça me touche. Pas forcément lié au fait de se marier, c'est plus l'inconfort, le fait d'y aller dans un mariage. Écoutez bien cette chanson. Sentir ta bouche effrontée, épouser tous mes rêves, dans un délicieux va-et-vient. Et il y a aussi cette angoisse des chansons populaires dans les mariages, de chanter, de danser, d'y aller. Cette angoisse qui prend au trip parfois certaines personnes. Voilà, alors qu'en fait, à la fin, il s'y fait complètement. Je pense que quand il va bien, il se fait à tout. C'est juste que quand il va mal, il en est à prendre phrase par phrase les paroles d'Herbert Léonard et il dit mais quand même il y a des trucs qui sont un peu limites, non? Et donc il y a vraiment un discours où il sait pas quoi dire parce qu'il s'entraîne, mon personnage, à faire un discours pendant le spectacle 2, 3, 4 fois jusqu'à peu près se calibrer comme il faut. Mais donc il passe carrément un discours à étudier les paroles et à dire mais là c'est quand même pas possible de dire ça normalement dans la vraie vie. Et quand il va pas bien, sa mère lui propose toujours ce fameux petit jus d'orange. Ouais. Je crois que ça rappelle des souvenirs à quelqu'un où on essaye toujours de nous proposer quelque chose censé être un peu réconfortant. Est-ce que vous, ça fait écran avec quelque chose dans votre famille? On vous dit bah tiens, prends un Doliprane, ça va aller mieux, ou tiens ceci, tiens cela. En tout cas, la psychologie maternelle de personnage, enfin c'est vraiment à chaque fois qu'il a un problème dans sa vie, on lui propose de prendre un jus d'orange. Donc, est-ce que ça... Moi, quand ma mère est venue voir le spectacle, la mère du personnage, on va dire qu'elle... Ouais, c'est à peu près les seuls trucs qu'elle propose en tant que mère. Un jus d'orange. S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de dialogue, il y a pas de... C'est vraiment ça, quoi. Dès qu'il y a un problème, mais un problème grave, c'est du jus d'orange. Donc j'en ai ri avec ma mère, voilà, de ça. Où c'est compliqué d'avoir un dialogue avec ses parents, d'avoir un dialogue sur l'intime, ce qui nous traverse vraiment, sur ce qui est fondamentalement pour nous important, et c'est compliqué, ouais. Donc je pense que parfois on se réfugie derrière un jeu d'orange. Dans ce spectacle, on se demande alors si Sonia va répondre. Oui. On va rester avec cette question parce qu'il faut venir voir le spectacle pour avoir les réponses. Mais il y a une phrase à retenir et j'aimerais juste que l'on la développe un tout petit peu, c'est « Il faut jamais être soi si l'on veut qu'une relation dure. Il faut continuer à exhiber l'appartement témoin. » Ouais. Est-ce que ça résonne en vous, ça, Simon Astier? Ça résonne, ça résonne. Alors c'est marrant parce que on m'en parle très souvent de ce passage-là. Très fort. Ah ouais. On m'en parle vraiment très souvent. Parce que je pense que c'est une question que l'on a tous. Alors moi j'avoue, j'ai pas trop la main là-dessus me concernant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'arrive pas trop à cacher qui je suis. Donc, enfin en tout cas mes tourments, mes angoisses profondes. Donc j'ai pas. Mais je sais que ça parle à beaucoup de gens, oui, qui effectivement peuvent bâtir une existence entière en se disant là il faut que cette porte-là reste fermée parce que sinon, je sais pas. On imagine une catastrophe si on ouvre la porte, alors que finalement j'ai l'impression que c'est peut-être la solution, en tout cas moi de mon point de vue qui n'est pas vraiment de
de grands projets, de relations dans ma vie, ce que je me dis, c'est que finalement, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de la réussir, la relation, de ne pas exhiber l'appartement témoin et d'ouvrir la porte et de montrer vraiment qui on est? Question qui va rester en suspens. Chacun a sa réponse, je l'imagine. Simon Astier, on vient vous voir au théâtre, évidemment, dans cette pièce Seul en scène, le discours au théâtre de la Renaissance. C'est les dimanches et lundis à 19h30 jusqu'au 18 décembre. Mise en scène Catherine Chaube. Et tout de suite, on passe à la suite de cette émission avec ce qui vous plaît dans la culture. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et c'est la chronique Flashback avec vous, Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Cyrielle et bonjour Simon Astier. Bonjour. Je suis ravi d'être face à vous aujourd'hui pour parler de vos goûts artistiques et culturels. Et comme chaque semaine, on commence en musique avec une chanson que j'écoutais en boucle adolescent dans ma chambre avec des potes tout en jouant à la console. Et notre kiff, c'était de... Fumer des spliffs. Non, pas du tout. On mangeait des bonbons pendant qu'on écoutait That's My People du groupe NTM. J'aime le challenge, porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes comparses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à... Flashback, nous sommes le 5 janvier 1999. Le groupe de rap français Suprême NTM sort son single That's My People. That's My People est considéré par Joey Starr comme le meilleur morceau de rap de l'histoire de Suprême NTM. Et pourtant, ce n'est pas lui qui rappe dans ce titre, mais son acolyte de toujours, Cool Chain. Et pour l'instru, les experts l'auront certainement reconnu. Ce n'était pas mon cas, mais certainement le vôtre, vu que vous êtes musicien, Simon Astier. Vous aviez l'instru. Pas du tout, non. Alors l'instru, That's My People, s'appuie sur un sample du 4e prélude de l'opus 28 de Frédéric Chopin. Magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Alors, incroyable. Petite anecdote, le clip de That's My People de NTM est réalisé par Tristan Orouet et par un certain Gilles Lelouch. Le clip fait référence au passé de NTM et évoque leur passé de graffeur. Et Gilles Lelouch, en effet, qui a une très très bonne culture du rap. J'en parlais avec un expert il n'y a pas longtemps et j'étais moi-même vraiment étonnée de savoir que Gilles Lelouch, il est très calé. Donc ce sera peut-être l'objet d'une émission spéciale avec lui sur Radio J. On poursuit en musique avec un autre tube des années 90 qui figure dans votre playlist, Simon Astier. Effectivement, Cyrielle, il s'agit d'un morceau issu du rap West Coast avec le groupe Luniz et leur tube I Got Five on It, un classique des années 90. Ça donne envie de chanter. On peut chanter. Flashback, nous sommes en mai 1980. Je me permets une petite parenthèse, pardon. Mais ça a été samplé dans Us, un film de Jordan Peele. Et il a réinventé ce morceau d'une manière incroyable. Et donc j'ai revu le film et depuis je le réécoute en boucle, alors que déjà avant je l'avais écouté en boucle. Mais voilà. Mais effectivement, très, très il a bien été fait. samplé par pas mal aussi d'autres artistes. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Donc nous sommes en mai 95. Le groupe Luniz sort la chanson I Got Five on It. C'est le premier single de leur premier album intitulé Opération Stacola. Et le titre cartonne dès sa sortie. C'est d'ailleurs toujours aujourd'hui le plus gros succès du groupe, avec plus d'1 million d'exemplaires écoulés aux États-Unis et un classement dans le top 10 des charts d'une quinzaine de pays à travers le monde, et dont une 6e place en France. Et visiblement, on reste, Simon Astier, dans le champ lexical des fumeurs de Hakik avec vous. Je sais pas pourquoi. Puisque les paroles d'I Got Five on It tournent presque exclusivement autour du joint et de sa consommation. J'en veux pour preuve la signification du titre I Got Five on It, qui ne fait pas référence aux recommandations qui nous invitent à manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que vous en connaissez, Simon Astier, la signification? Non, je crois pas. On se doute là. Eh bien, ça veut dire avoir assez d'argent pour se payer la moitié d'un sachet d'herbe de Provence de 2,268 grammes qui valait $10 à l'époque dans les années 90. Et oui, mais Luniz ne faisait pas que la part belle à la fumette, Simon Astier. Il nous invite aussi à la consommation d'alcool. Oui, ils font dans I Got Five on It de multiples références à la Forty, une bière de très mauvaise qualité, mais très peu chère, que les jeunes pouvaient se procurer en grande quantité.
On vous demandera pas de relance sur ce qu'on vient de se raconter, Simon Astier. Non, on est là, on encaisse. Voilà. On est cool. Voilà. On passe à la lecture avec un livre d'un auteur qui ne vous est pas étranger puisque Simon Astier, on le rappelle, vous jouez actuellement au théâtre à l'adaptation de l'un de ses romans, Le Discours, et donc il s'agit d'un autre livre. Tout à fait, oui, il s'agit du journal d'un scénario de Fabrice Caro, son 6e roman. À travers un journal intime, le lecteur va découvrir l'histoire d'un scénariste, Boris, qui parvient à vendre son scénario à un producteur. Boris pense que celui-ci va devenir un grand film d'auteur, mais il va malheureusement déchanter et même toucher le fond. Fabrice Caro se décrit lui-même ainsi que la plupart des héros de ses livres comme profondément gentils. Lors d'une interview, il a déclaré « Quand on est gentil, on est vite trop gentil. La gentillesse, souvent, est perçue comme une faiblesse dans l'inconscient collectif. Je crois que je ne pourrais pas écrire un méchant parce que mes personnages me ressemblent beaucoup. Ils sont souvent un peu lâches, assez gentils et très influençables par gentillesse. » Rappelons que le romancier, qui est aussi connu sous le nom, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de Fab Caro dans le monde de la BD, a sorti le 26 octobre dernier en tant que scénariste un nouvel album d'Astérix, l'Iris Blanc. Et vous avez joué dans Astérix, je crois savoir, Simon Astier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec Laurent Tirard d'ailleurs, c'est ça, la réalisation, c'est ça. J'avais oublié. Et voilà, on vous rappelle ces jolis souvenirs. Bien vu, ouais. J'ai pas fait grand chose, j'avais une scène et demie, je crois. Mais oui, effectivement. Vous avez joué dans une dizaine de films, je crois savoir, au cinéma, avec une actualité prochainement. Je me permets de la faire maintenant parce que je crois que vous serez dans Nous les Leroy. Ah oui, très bien sûr. Qui est basé sur une idée d'Alban Lenoir. Ce sera bientôt au cinéma. C'est pas Alban. Non, c'est Florent Bernard. C'est mon copain Florent Flaubert qui a écrit La Flamme, qui a écrit tout ça, et qui est formidable. Et donc, qui fait son premier long métrage. C'est Là, pour le coup, c'est lui, c'est extrêmement intime, avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia et d'autres gens extrêmement brillants. Et j'ai eu la chance, oui, de participer avec mon vieux copain de toujours à ce film. Et je crois qu'il joue aussi dedans dans le rôle de Nils Cartier. Il y a Jean Reno dans ce film et Sophia Issaidi. Ah non, c'est encore autre chose, ça c'est Anti-Gang 2, ça. Anti-Gang 2, Anti-Gang 2, la relève. Et ça, c'est Alban Lenoir. Voilà, je savais que j'étais pas très loin. En tout cas, pour terminer, Kevin Derblum, vous avez choisi de nous parler de l'une des séries que notre invité a particulièrement appréciée. Oui, tout à fait, il y en avait beaucoup. Mais cette série, vous n'êtes pas le seul, Simon Astier, à l'aimer, moi aussi. Je l'aime beaucoup et il s'agit de la série The White Lotus. On entend le thème musical de la saison 2 de la série, The White Lotus, du compositeur de génie Cristobal Tapia de Vir. Je ne suis pas sûr pour la prononciation, vous m'en voudrez pas. Ce morceau est devenu un véritable tube qui a même fait danser les gens devant leur écran, ainsi que dans des clubs du monde entier. The White Lotus, c'est une série dramatique et satirique américaine créée, écrite et réalisée par Mike White, diffusée depuis 2021 sur HBO aux États-Unis. The White Lotus invite le spectateur à suivre plusieurs vacanciers qui vont passer une semaine dans un luxueux complexe hôtelier. Les 2 premières saisons de la série nous dévoilent en ouverture la mort d'un des protagonistes, mais son identité n'est révélée que plus tard dans la série. La série a recours à des flashbacks qui permettent aux spectateurs de comprendre comment, malgré le cadre paradisiaque, les situations entre les personnages peuvent se déliter et faire apparaître leurs côtés les plus sombres. Le casting de la série se renouvelle à chaque saison, mis à part l'actrice Jennifer Coolidge ainsi que l'acteur John Grease, qui sont les seuls personnages à apparaître dans les 2 premières saisons. The White Lotus est un véritable succès et collectionne les prix. La série a remporté en 2022 11 Emmy Awards pour sa première saison, dont celui de la meilleure série et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Jennifer Coolidge, qui incarne le rôle de Tanya McCoy. Elle remporte également en 2023 le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série pour la saison 2 de The White Lotus. Mike White a fait des révélations sur la future 3e saison de sa série. Interrogé par un média américain, Entertainment Weekly, le réalisateur a confié que ce 3e volet serait plus ambitieux, je cite. La série sera plus longue, plus délirante. Je ne sais pas ce que les gens vont en penser, mais je suis super enthousiaste quant au contenu de la saison, a assuré Mike White. Après Hawaï et la Sicile, il nous révèle que cette 3e saison se passera en Thaïlande, dans le même groupe hôtelier de luxe que les 2 premières saisons. Voilà, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Pourquoi vous avez aimé cette série précisément, Simon Astier ?
C'est du Shakespeare pour moi. C'est vraiment, c'est comme Formula One sur Netflix, c'est du Shakespeare. C'est vraiment, c'est la laideur du pouvoir. Ça se passe quand même chez les bourgeois, il faut le dire, hein, chez les très grands bourgeois, qui sont confrontés à un monde beaucoup plus réel, mais shakespearien parce que c'est pas social du tout. C'est même pas sociétal en fait. C'est les monstres, le côté monstrueux de l'humain par ce qu'on peut redouter de voir l'inhumanité qui peut arriver chez les gens, certaines personnes, et surtout la surintelligence de l'auteur de réussir à décrire les humains comme ça. Il y a plein de générations différentes dans chaque saison, et il arrive à quels que soient les âges, quels que soient les enjeux, les milieux sociaux, il arrive à raconter les humains, et je trouve ça extrêmement intelligent, et on apprend beaucoup de choses. Après, il y a plein de personnages, donc du coup, on peut ne pas en aimer certains, et on s'identifie. Dans la saison 2, par exemple, il y a un quatuor, il y a deux couples qui sont merveilleux, des acteurs qui sont incroyables. Et ça raconte plus, c'est le désir, le sexe. Sur la saison 2, la première saison, c'est plus la génération passée, et c'est, je sais pas comment dire, c'est hypnotisant d'intelligence. Voilà. On attend alors cette 3e saison avec impatience. Pour tous ceux qui nous écoutent, où est-ce que vous avez pu regarder cette série? Parce que moi, je l'ai cherchée, je l'ai pas trouvée sur HBO aux États-Unis et OCS quand on est en France. En France, et je crois qu'elle est aussi sur Prime Video, et je pense dans l'onglet Warner peut-être. Voilà, c'est possible. Voilà. C'est possible. Prime Video, onglet Warner. Ouais. Merci beaucoup Kevin Derblom pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On va passer à la suite avec une séquence que nous aimons beaucoup dans cette émission qui s'intitule l'introspection, avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec vous, Simon Astier. 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. Simon Astier, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi? Rien. J'ai mis 40 ans à digérer et je ne regrette absolument rien. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie? De se dire que rien n'est très grave, que finalement tout passera. Voilà. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi? Je pense que c'est le présent. Et ça sera le présent toujours, parce que je serai toujours en meilleur état que le jour d'avant et en train de travailler pour être toujours un peu plus heureux. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie? Il y en a eu plein. Plein. Y en a-t-il une que vous avez résolue? J'espère, oui. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas? Et entre parenthèses, peut-être, par peur d'être jugé. De trop montrer. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie? J'ai rassuré mon fils sur des peurs terribles. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? C'est les deux. Et ça peut pas être autrement, j'ai l'impression. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou bien sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait? Peut-être arriver plus facilement à se dire que je suis plus un petit enfant perdu. Plus vite, voilà. Si vous étiez président de la République, Simon Astier, tellement pas. Y a-t-il une mesure que vous prendriez en priorité?
On a tellement envie de dire des choses comme ça. Moi, j'aimerais tellement trouver un moyen qu'on puisse tous être tous ensemble, mon Dieu. Que tout le monde puisse se dire, je suis considéré, j'ai une place qui m'apaise, et donc que ça serve de base à se dire, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? Voilà ce que je ferais. Mais alors, c'est très abstrait comme mesure, mais je suis abstrait comme garçon, donc ça va. Ce sera la vôtre. Pour terminer, Simon Astier, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? C'était un garçon plein de ressources et plein d'amour. Merci Simon Astier d'avoir répondu à ces questions pas toujours évidentes que l'on peut retrouver sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et je voulais vous faire un petit cadeau parce que je sais que vous adorez Eddie De Pretto. Il revient ce vendredi avec un nouvel album, Crash Cœur. Il sera en tournée à partir du 23 février. Il sera également le 15 et 16 avril à l'Olympia, mais c'est déjà complet. Il faudra attendre de le voir le 6 décembre 2024 à l'Accor Arena pour les Parisiens. En attendant, il a sorti un nouveau single, Love and Tendresse, il y a 2 mois. Et on en a terriblement besoin. Alors on écoute. Dans les fêtes, entre bureau et tristesse, c'était peut-être ça la vie. T'en étais persuadé aussi, jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour, un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous reste, que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut, que de beaux jours, que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite. Le point sur l'information avec Etani Belaïch. Bonjour à tous. 38e jour de guerre en Israël et l'armée israélienne dit avoir tué des terroristes cachés parmi des civils à l'entrée de l'hôpital Al-Quds dans la ville de Gaza. Une vingtaine de terroristes, précise Tsahal. Les soldats ont identifié parmi les civils une escouade terroriste équipée de 2 lance-roquettes. À la suite des tirs effectués par les terroristes, un char a été endommagé, décrit l'armée sur la messagerie Telegram. Les forces israéliennes qui continuent également de resserrer leur étau autour de l'hôpital de Shifa dans la bande de Gaza, comme nous l'explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. En ce qui concerne l'hôpital Shifa, c'est donc le principal. Pour l'instant, pas de combat à proximité de l'hôpital, mais des tentatives encore de Tsahal de sécuriser l'évacuation des patients, des personnels soignants de l'hôpital dans des conditions extrêmement complexes, puisque on sait que le Hamas fait tout pour empêcher ces évacuations, de la même manière que le Hamas continue d'empêcher ou de perturber le passage de la population qui tente de quitter le nord de la bande de Gaza pour gagner le sud. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. 44 soldats israéliens sont morts dans la bande de Gaza selon l'armée israélienne. Tsahal qui a annoncé ce matin la mort de 2 nouveaux soldats dans les combats à Gaza. Portons donc à 44 le total de ces militaires tués sur le sol palestinien depuis le début des opérations terrestres sur place il y a 18 jours. Dans le nord de l'État hébreu, à la frontière libanaise où les échanges de tirs entre l'armée israélienne et des groupes armés au Liban sont presque quotidiens, au moins 6 soldats et 3 civils sont morts côté israélien.
Toujours sur le front nord, Tsahal a détecté des tirs de mortier lancés depuis le Liban. Ça s'est passé ce matin. Hier, l'aviation israélienne avait bombardé un certain nombre de cibles terroristes appartenant au Hezbollah, notamment un complexe militaire contenant une installation de stockage d'armes et une infrastructure militaire, après avoir signalé 15 tirs de roquettes en provenance du sud du Liban. C'est dans ce contexte que Tsahal a déclaré avoir mis en place un plan pour changer la situation sécuritaire dans le nord d'Israël, dans un message adressé à l'organisation terroriste du Hezbollah. L'ONU prévient que les opérations humanitaires à Gaza cesseront sous 48 heures faute de carburant. C'est l'alerte lancée par le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza. Ce matin, 2 de nos principaux sous-traitants pour la distribution d'eau ont cessé de travailler faute de carburant, ce qui va priver 200 000 personnes d'eau potable dans le petit territoire où plus de la moitié des 2 400 000 habitants sont déplacés et dépendent désormais totalement de l'aide humanitaire pour survivre, a précisé Thomas White sur X. En France, Emmanuel Macron a reçu les représentants des cultes à l'Elysée. On écoute justement Eli Korchia, le président du consistoire central israélite de France, sur cette réunion. Les choses ont été dites entre nous et ce qui compte maintenant, c'est comment ça va pouvoir se dupliquer sur le terrain pour qu'au niveau de la prévention avec nos jeunes, pour ce qui est de la répression aussi des actes antisémites qui ont eu une flambée, on le sait bien, au cours de ces dernières semaines, comment on va pouvoir transmettre ça en matière d'actes. Et je crois que c'était aussi un des grands apports de cette discussion qu'on a eue aujourd'hui avec le président de la République. Eli Korchia, le président du consistoire central israélite de France, en fin de matinée à la sortie d'une réunion sur les cultes à l'Elysée, des propos recueillis par nos confrères de RMC. Enfin, on termine ce journal avec plusieurs commémorations, des hommages en mémoire aux 130 victimes des attaques terroristes survenues le 13 novembre 2015 se sont tenues à Paris et à Saint-Denis sur les différents lieux des drames 8 ans après les faits. Les commémorations ont débuté à 9h avec un hommage au Stade de France, puis se sont poursuivies avec des hommages aux personnes tuées sur les terrasses du Petit Cambodge, du Carillon, de la Bonne-Bière, du Comptoir Voltaire et de la Belle Équipe. La cérémonie s'est clôturée avec l'hommage aux victimes du Bataclan à 11h05 ce matin. Merci beaucoup Ethanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une petite pause et on poursuit notre émission avec mon invité Simon Astier sur Radio J. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Le 24 octobre 2023, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « L'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. Cette déclaration revient à légitimer des crimes contre l'humanité du Hamas. Antonio Guterres ne peut pas rester à la tête de l'ONU et continuer à représenter l'ensemble des nations du monde. De nombreuses personnalités ont déjà signé la pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU. Pour soutenir et signer cette pétition, allez sur le site de Radio J, radioj.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui Simon Astier au Théâtre de la Renaissance pour le discours adapté du livre de Fabrice Caro. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et avant de la recevoir, on écoute son dernier single, celui de Gervaise, Vendeur de roses, issu de son EP intitulé Cher tendre. Et on revient avec nos invités sur Radio J. Dans des films ou bien dans des bras, certains t'écrivent même des poèmes. Dans les rues ou dans les cafés, peut-être t'ai-je déjà frôlé. Parce que tu es un phénomène. J'ai pris des risques, des détours, usé tous mes vieux disques d'amour. Pardon si j'insiste.
Sens-tu mon cœur qui sait, qui m'ose? Je m'en fous du jour qui se lève, viens froisser le rouge à mes lèvres. Grise-moi, aime-moi, si tu m'oses, j'inventerai des disques de tes tours pour que tu existes, mon amour. L'amour est un vendeur de roses. Gervaise avec ce titre Vendeur de roses. Bonjour Gervaise. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui avec, on vient de l'entendre, ce titre Vendeur de roses. Qu'est-ce que c'est en réalité pour vous un vendeur de roses et qu'est-ce qu'il veut dire cet amour comme un vendeur de roses? En fait, pour moi, c'était un petit peu l'idée que l'amour est partout, mais on lui prête pas forcément attention. Et donc j'ai un peu pris cette image, je pense que tout le monde voit ce que c'est un vendeur de roses de manière très concrète. C'était un peu l'idée qu'en fait, il y a plein de moments où on passe devant et en fait, il est juste là, juste à côté de nous et en fait, on le regarde pas. Merci pour ces mots. Cette chanson, ce single fait partie de votre EP qui s'intitule Cher tendre. On dit de vous que vous êtes une guerrière fragile, électrique et ultra sensible. Est-ce que c'est bien vous ça, Gervaise? Oui, c'est bien moi, c'est une partie de moi. Je suis pas tout le temps comme ça, mais oui, en effet. Il y a une autre partie de vous qui est un peu plus, je sais pas comment on pourrait dire, plus cash. Dans Fuck mon corps, on va écouter un petit bout. Oui. Dans la glace, tu aimes mes jambes dans la glace, tu aimes mes fesses dans la glace, je les aime pas, je les aime pas. Tu aimes mes jambes dans la glace, je les aime pas, je les aime pas. Mes chevilles, mes épaules, mes genoux, moins de ci, plus de ça. Mon visage, mes bras et mon cou, ça te plaît, moi pas. Je lutte avec moi-même, à la ville encore plus qu'à la scène. Je lutte, je me bats avec moi-même. Quelqu'un sait-il comment on s'aime? Fuck mon corps, fuck mon corps. Pourquoi on se regarde comme ça? Fuck mon corps. Faudrait bien que je sois. Je scanne de profil et de face, ça me va pas. Ma féminité qui dépasse, j'en fais quoi? Je force mes abdos à la tâche, femme comme si, c'est comme ça. Mais je compte les bouts de sucre glace que je vomis déjà. J'emmerde comme je peux tous les dictats et leurs mots bleus. Qu'elles aillent se faire voir où il pleut. Ces leggings sont pas comme je veux. Fuck mon corps. Pourquoi on se regarde comme ça? Fuck mon corps. On sent cette dualité entre l'armure et le fragile. Oui, Gervaise. C'est ce que vous avez voulu mettre, je crois, dans cette EP. Il y a aussi beaucoup de féminité avec un autre titre qu'on va entendre dans un instant. Qu'est-ce qu'il était très important de dire pour vous dans cette EP? Plein de choses, mais en tout cas, en effet, sur la féminité, moi, c'est un thème qui m'intéresse, parce que je le vis déjà au quotidien. Mais ce qui m'intéresse, c'est la puissance féminine, ce qu'on met à côté de ça. Et j'avais besoin, je pense, dans ma musique et dans mes mots, d'aller chercher cette puissance pour moi m'en donner et en donner aussi aux autres femmes qui m'écoutent. On va écouter Je le féminin? Avec plaisir. Je le fais à ma manière, je le fais, même si ça peut te déplaire, je le fais, et je me sens entière, je me fais plutôt un peu sorcière, je le fais au moins au mieux, je le fais, surtout comme je le veux, je le fais, selon les jours de feu, les horreurs sans rien devant les yeux. Je le fétichiste, je le Ferrari, ça peut le faire, moi je dis, je le fais faire. Moi je le fais faire. Moi je le féminin. Je le fais plutôt bien, je le fais faire. Moi je le fais faire. On entend ce
titre Le Féminin de vous, Gervaise. Et je crois savoir que l'envie ici dans cette chanson, c'est de parler vraiment de la féminité, que vous avez aussi voulu mettre à l'honneur avec des femmes pour raconter aussi leur rapport avec leur féminité, mais aussi leur corps, lors d'une campagne qui a fait 200 000 vues sur les réseaux. Racontez-nous ça. Oui, en fait, le féminin, c'était un peu l'idée de re-questionner aussi le féminin, tout simplement, de savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Pour moi, il est pluriel. On est un peu, pour moi, on est tous féminins et masculins, et on a toutes, en tout cas pour les femmes, une féminité différente. Et c'était intéressant pour moi d'aller montrer ça. Donc, notamment dans le clip justement de Fuck Mon Corps, on a vraiment essayé de prendre plein de femmes différentes avec plein de corps différents et de montrer ça, de montrer leur rapport au corps. On les a un peu interviewées chacune sur leur rapport au corps, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on a toutes et tous aussi bien évidemment des complexes. Mais voilà, ce rapport au corps, il est toujours un peu conflictuel, il peut être un peu compliqué. Des fois, il y a aussi beaucoup d'amour, il y a aussi un truc un peu d'amour-haine, et ça, c'était quelque chose d'intéressant à aller chercher. Donc c'est ce qui est ressorti de vos échanges avec ces femmes, les complexes. Oh oui. Mais pas que, mais l'amour aussi qu'on peut se donner. Vous racontez votre combat pour vous aimer et vivre dans ce monde. C'est, je crois, l'ADN aussi de cette EP. Oui, bon, je pense que c'est l'ADN de beaucoup d'artistes, mais oui, c'est ma façon à moi d'essayer de voir ma petite place dans ce monde, en effet. Gervaise, on vient de découvrir votre univers, on sent les influences que vous aimez. Vous êtes primée, enfin en tout cas vous êtes sur la liste, autant pour moi, des révélations féminines des victoires de la musique. Vous voyez, j'ai dit primée, donc c'est que ça va être le cas, c'est sûr et certain, je vous le garantis. Comment ça s'est fait, ça ? En fait, c'est grâce à mon label Intense, que je remercie. Ils ont cru en moi, ils ont fait, il y a un dossier à faire, il y a des critères à remplir. Du coup, ils m'ont vraiment poussé pour être sur cette liste, et grâce à eux, j'y suis. Voilà. Vous avez déjà reçu des prix, prix SACEM et prix Moustaki. On vient de découvrir votre univers magnifique. Est-ce qu'on peut avoir la chance de vous voir potentiellement bientôt sur scène, ou est-ce qu'on vous suit, en tout cas, si c'est pas tout de suite? Alors c'est pas tout de suite parce que je viens de faire ma release party juste là. C'était le 10. Voilà, c'était le 10. Ouais. Mais c'est pas grave. Non, voilà, pour moi, il faut me retrouver sur les réseaux sociaux, et on est en train de préparer la suite sur des dates sur Paris et aussi en Bourgogne, parce que c'est de là d'où je viens. Donc voilà. À noter qu'il y a eu plus de 80 dates de live, dont les Trois Baudets, le bus Palladium. Il fut un temps, il nous manque ce bus Palladium parce qu'il n'existe plus. Le Nopi aussi, qui n'existe plus, mais qui a changé de nom. Qui a changé de nom. Donc on peut toujours aller danser là-bas. C'est, je crois, le best endroit à Paris. Et puis vous étiez le 10 novembre au FGO Barbara, mais je sais qu'il y aura des prochaines dates. Sur vos réseaux sociaux, où est-ce qu'on vient vous chercher? Sur Instagram principalement, c'est là où je mets à peu près Gervaise tout court. Gervaise Mood, c'est Gervaise Mood. Et puis sinon, non, vraiment principalement sur Instagram. On va découvrir une autre de vos chansons, Sad and Soul. Sad and Soul. Et vous voyez, l'anglais et moi décidément. C'est pas grave. Sad and Soul sur l'antenne de Radio J de Gervaise. Et puis après, on passera au portrait sur notre antenne. Ça se teste, électro et chair fraîche. J'ai le sam-sam, j'ai le sam-sam. Est-ce que c'est fatal pour une femme fatale de terminer la nuit juste avec son sam-sam, son sam-sam, comme étoile? Je rentre seule, moi et ma belle gueule. T'es pas seule à être seule, toi les sad t'es les girls. Je rentre tard et sans histoire. Y'a des apps, y'a des potes, y'a des sad t'es les girls. Ma belle gueule est sad and seule, sad and seule. So, ma belle gueule est sad and seule, sad and seule. Cœur cocktail, nuit sanguine. Tennis floor, néon platine. La sable, le son, le spleen. J'ai le sam-sam, j'ai le sam. Des make-up à l'arrache. Mon pyjama en strass. J'ai le style, j'ai la classe. J'ai le sam-sam, j'ai le sam-sam. Est-ce que c'est fatal pour une femme fatale de caresser la nuit juste avec son sam-sam, son sam-sam, comme étoile? Je rentre seule, moi et ma belle gueule. T'es pas seule à être seule, toi les sad t'es les girls. Je rentre tard et sans histoire. Y'a des apps, y'a des potes, y'a des sad t'es les girls. Ma belle gueule est sad and seule, sad and seule. So, ma belle gueule est sad and seule, sad and seule.
je me finirais seule, mais plus le somme d'être sad and seule. Je rentre seule, moi et ma belle gueule. T'es pas seule à être seule, toi la sad pretty girl. Je rentre tard et sans histoire. Y'a des ups, y'a des downs, y'a des sad pretty girls. Ma belle girl est sad and seule, sad and seule. Et comme toujours à la fin de cette émission, c'est le portrait sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et oui, à la fin de cette émission, on débriefe ces minutes que nous avons passées ensemble, Simon Astier. Et donc à ma gauche, Joseph Agostini a tout noté depuis un peu plus d'une heure, maintenant 1h20. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, je sais que vous aimez les synchronicités, on est servi cet après-midi. C'est ça, mais personne ne le sait encore. C'est la Bourgogne qui est à l'honneur, c'est le vin aussi. On se disputait de savoir quel vin de Bourgogne est le meilleur ou quel vin de France est le meilleur tout court. Moi je dirais le vin corse, absolument, mais c'est vrai que vous disiez que c'était la Bourgogne tous les deux. Ah bah oui, non, le vin corse c'est très bon, mais après c'est pas le... Oui, non, si c'est... non. Ça va être une bagarre. Vous abdiquez, Simon. Non, mais non, c'est vrai que les vins de Bourgogne sont absolument exquis. Oui, c'est pour ça que je lance pas le débat, c'est parce que c'est vraiment très très clair pour tout le monde, je pense que c'est pour ça. Ouais. C'est une exquisité royale, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, D'accord. Alors, le travail et le rêve. Il y a une répétition là qui est quand même très importante dès le début de l'émission. Simon Astier, le travail et le rêve pour construire votre édifice sur une solitude d'enfant bègue, rejeté par ses camarades, en tout cas quelque chose d'une difficulté dès le départ, quelque chose à surmonter, en tout cas initial, inaugural, qui peut-être explique beaucoup, mais ça on y reviendra. Et j'ai entendu donc que cet enfant bègue a eu besoin de partir loin des bancs de l'école publique, avez-vous précisé, loin de l'école pour trouver une respiration et une inspiration. Les deux vont si bien ensemble. Alors qui d'autre mieux qu'un enfant bègue pour jouer le discours ? Là encore, on retrouve une analogie absolument frappante. Encore la question du langage. À vous écouter, Simon Astier, l'angoisse est la sœur du rêve et de la création. Pas d'inventivité sans cette anxiété chevillée au cœur. Pas de dévorante envie de faire sans le vertige avant le discours, avant la vie. Au fond, Simon Astier, je crois que vous aimez tant vos parents car ils ne vous ont pas obligé à être heureux. Je me trompe? Laissez-moi une bonne heure et demie avant de vous répondre à cette question. Vous savez quoi? En plus, je vais vous faire payer cette heure et demie. C'est extraordinaire, c'est ça la psychanalyse. Alors non, parce que l'obligation d'être heureux, c'est quand même, il y a pas mal de parents, il y a une injonction, c'est-à-dire que l'enfant doit dépasser son angoisse. Moi, j'ai le sentiment que finalement cette angoisse, en tant que comédien, vos parents en savaient en tout cas en tant qu'artiste de la scène, vos parents en savaient quelque chose. Quelque part, ils vous ont permis de la dompter cette angoisse, mais tout en douceur, tout en délicatesse. En tout cas, ils m'ont laissé avec et ils m'ont cru suffisamment responsable pour en faire quelque chose. Et j'ai pas appelé à l'aide non plus. J'ai pris ce que j'avais et après j'ai construit un parcours en fonction de ça, sans me battre ou me retourner contre ça. Juste en apprenant à danser avec, en fait, finalement. Danser avec. Elle est très jolie cette expression, danser avec les loups de l'angoisse. Alors, brique par brique, vous vivez ce lien si riche qui vous a peut-être donné les ailes du travail et du courage. Le courage de travailler, qui n'est pas si fréquent quand même. Vous avez salué ce courage de travailler. Vous avez dit que tout n'était précisément que travail, que culte du travail forcené, pour reprendre vos mots exacts. Oh, wow. Je vais très bien. Vous en souvenez de vos mots? Je vous les rappelle. Pas de cela, oui. Oui, le culte du travail, c'est l'alliage de votre force et de votre fragilité que vous nous avez donné en partage cet après-midi.
Alors là aussi, j'ai repris des phrases et je les ai recoupées, je les ai assemblées pour donner peut-être le sens qu'elles ont, un sens caché. Rien n'est très grave, tout passera. À condition, j'ai fait le trait d'union entre ces deux phrases. Rien n'est très grave, tout passera, à condition que l'on soit dans un meilleur état que le jour d'avant. Je pense que ces deux phrases ont à voir, à condition que l'on tente de s'améliorer dans son humanité. Alors, à ce moment-là, rien n'est grave. Mais encore faut-il avoir cette force de créer, d'inventer, de travailler. Ah oui, complètement. Je vous suis complètement dans ce raisonnement-là. C'est vrai. Ouais, vraiment. Et je trouve que le trait d'union est très bien vu, oui, effectivement. Oui. D'accord avec ça. C'est un trait d'union vital, qui vous a sauvé la vie, me semble. Parce que finalement, sinon, l'angoisse aurait pris le pas. J'ose même pas imaginer, je sais pas. En tout cas, ça a été une mise en route du moteur. Voilà, qui s'est jamais arrêté en tout cas. Oui, il faut du carburant pour continuer. Ouais. D'ailleurs, la fin de mon spectacle parle vraiment de ça en plus. De finalement, c'est marrant parce que c'est vraiment littéralement la fin dans la fin du spectacle. Ah oui, il y a cette phrase exacte. Il dit en fait finalement c'est ça la vie, c'est trouver quelques gouttes de carburant pour avancer un peu lentement sur la bande d'arrêt d'urgence, mais avancer quand même. Oh là là, je vais y aller avec ma fille ado car elle manque d'essence en ce moment, justement. Alors, pour que la lumière émerge des ténèbres, pour l'enfance rassérénée, pour l'enfance retrouvée, pour l'enfance à volonté, j'ai l'impression d'être Charles de Gaulle, pour l'enfance à volonté sur scène. Alors, le bégaiement, c'est une scansion, une hésitation, un ultime vertige avant de dire. Et en tant que psychanalyste, j'ai toujours trouvé que le bégaiement montrait l'importance cruciale du verbe, précisément. Il lui donne sa véritable portée, car quand un bègue ouvre la bouche, il y a une tension qui se crée. Les mots viennent quand il les cherche, quand il les prononce, quand il dépasse ce balbutiement originel qui peut lui être fatal, mais qui peut aussi donner le corps à une affirmation. Je vous sens très ému. Oui, très ému, oui. À une infirme. De l'infirmité à l'affirmation, encore plus intense encore. Moi, je dis qu'il ne faudrait faire confiance qu'aux bègues, au fond. Et ça rejoint un peu ce que disait Brel. Je voyais un reportage sur Brel là, récemment à la télévision et qui disait il faudrait finalement faire confiance aux Noirs, faire confiance aux borgnes, faire confiance aux Juifs, disait-il également, et faire confiance aux bègues, je rajouterais ça. C'est-à-dire les gens qui ont été à un moment donné esquintés, qui ont été convoqués dans une fragilité. Peut-être sont-ils les plus aptes à comprendre l'humanité. Oui, bien sûr, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que quand on ouvre une plaie, on change forcément la consistance de l'être. Donc, on est dans un autre état et il faut se consacrer à gérer cette chose-là en plus. En tout cas, voilà, j'ai l'impression. En tout cas, merci pour le sens du monde, Simon Astier. Et à bientôt alors sur la scène du Théâtre de la Renaissance. Oui. Et merci Joseph Agostini, notre psychanalyste, on l'a compris, que l'on retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Simon Astier. On vous retrouve au Théâtre de la Renaissance les dimanches et lundis à 19h30. C'est jusqu'au 18 décembre. Dépêchez-vous, Joseph Agostini, pour le discours adapté du livre de Fabrice Caro. Merci beaucoup pour cet échange. Merci tout petit mot de la fin. Je repars d'ici plein de belles choses, plein beaucoup de lumière. Merci beaucoup pour ce moment. Pardon. Merci à vous également pour tous les mots et pour ce moment. Merci à Gervaise, coup de cœur du jour, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J, à retrouver sur les réseaux sociaux. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Réécoutez cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec une parole très rare qui nous fait le plaisir de venir sur l'antenne de Radio J. Hubert Félix Stéphane. À demain. Belle journée à tous.